Tous, donc je me présente, Laurent Benjamin, et je vais vous présenter du coup mon travail en fait de fin d'études. Donc il s'intitule Comparaison des mesures échographiques de l'excursion diaphragmatique en fonction de la position du corps du sujet sain. C'est une proposition de protocole de recherche qui a été réalisée sous la direction de Madame Mervelet-Marine. Alors déjà, pour mettre un peu de contexte autour de ça, il faut savoir que le masseur kinésithérapeute francophone a la possibilité d'utiliser l'échographie en fait depuis 2015. Au niveau du diaphragme, on peut repérer deux éléments principaux grâce à l'échographie, l'épaississement, donc qui est globalement sa contraction, et l'excursion, donc qui est son amplitude. Il faut savoir qu'en kinésithérapie respiratoire, la variation de la position du corps, elle est utilisée donc pour moduler le travail respiratoire et diaphragmatique par la même occasion. Il y a Braun et al. En 2018 qui a publié une étude qui montre que cet épaississement diaphragmatique, il est influencé par la position du corps chez des personnes saines, donc cet épaississement mesuré via échographie. L'épaississement est plus important pour les positions érigées, comme la position debout, que par rapport au décubitus dorsal. Pour l'excursion, cette fois, Yamaguchi et al. En 2007 semblent aussi montrer une variabilité, mais ils ont réalisé leur étude seulement sur 7 sujets sains et en utilisant les positions du latérocubitus gauche et latérocubitus droit. D'où notre question de recherche, quelle est l'influence de la position du corps, donc là, sur les positions couchées, assis à 45 degrés, assis et debout, sur la mesure échographique donc de cette excursion chez des personnes saines. Alors, au niveau de la méthode, tout d'abord de la population, on est parti, donc, comme je l'ai dit, sur des volontaires sains qui vont respecter donc, les critères d'inclusion et non-inclusion que je ne vais pas tous développer, mais que je vous mets par ici. Au niveau des critères d'inclusion, on s'est concentré sur des participants âgés de 18 à 65 ans avec un IMC compris entre 18 et 30. Au niveau des critères de non-inclusion, ils sont plutôt nombreux et on s'est axé sur trois grands axes principalement. C'est tout ce qui est de ne pas inclure les personnes avec un tabagisme actif, avec des antécédents de tabagisme actif et en fonction des paquets années. Les participants présentant une activité physique et sportive supérieure à 4 heures hebdomadaires et tout ce qui est pathologie ou antécédents touchant les sphères cardio-respiratoires, neuromusculaires et tout ce qui est chirurgie lourde ou sous anesthésie générale. Ensuite, au niveau du matériel, tout simplement, on utilisera donc un échographe qui sera équipé d'une sonde convexe. Et donc, on va utiliser le mode B pour effectuer le repérage donc, de l'hémidiaphragme et ensuite le mode TM, le mode temps de mouvement, du coup, pour la mesure de cette excursion. Et ça, je le développerai juste après. Donc, au niveau de notre critère de jugement, comme j'ai dit, on va aller chercher l'excursion diaphragmatique de l'hémidiaphragme droit. Et cette technique est bien référencée dans la littérature. Donc, comme vous le voyez, au niveau des sujets sans décubitus dorsal, on a des bons coefficients de corrélation intraclasse et interclasse, que ce soit en respiration de repos ou en respiration forcée. Et pour des sujets sains en position debout, il y a l'étude de Boussuge en 2009 qui montre qu'on a de très bonnes reproductibilités intra- et interévaluateurs en respiration forcée. Il faut savoir que dans l'étude de Boussuge, les deux évaluateurs étaient des évaluateurs expérimentés. Et donc, c'est ça, en fait, qui va différer de notre étude à nous, où on va utiliser un évaluateur expérimenté et un débutant pour mesurer cette reproductibilité intra- et interévaluateur. Donc, au niveau du recueil de données, on va utiliser donc les quatre positions comme je les avais décrites précédemment. On va avoir le décubitus dorsal, la position assise à 45 degrés, la position assise sur une chaise, donc assise à 80 degrés, et la position debout. Au niveau du positionnement de la sonde de l'échographe, comme je l'ai montré sur la petite image, donc on va positionner la sonde au niveau de la face antérieure de l'abdomen en voie sous-costale. La sonde sera orientée vers le haut, le dedans et l'arrière, donc pour repérer l'hémidiaphragme droit. Et donc l'image que l'on va obtenir sur l'échographe, c'est la petite image que j'ai mis juste en dessous, et donc on va développer un peu plus précisément. Donc ce qu'on voit ici, c'est en... Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais au niveau de le liseré blanc, en fait, c'est le diaphragme. Et donc, on voit dans une première phase, au niveau de la phase expiratoire, donc le diaphragme va s'éloigner de la sonde. Au niveau de la phase d'inspiration, il se rapproche de la sonde. Et ensuite, nouvelle phase expiratoire, le diaphragme s'éloigne encore de la sonde. Et en fait, l'excursion diaphragmatique, donc c'est l'amplitude, enfin la distance entre le point haut à la fin de l'inspiration et le point bas à la fin de l'expiration. Donc, cette excursion sera mesurée 3 fois par position et par évaluateur, soit 24 mesures au total. Et donc, au niveau de l'analyse statistique des données, on utilisera donc la meilleure valeur pour chaque position,
afin de réaliser de l'analyse pour montrer s'il existe donc une différence significative de cette excursion en fonction des positions du corps. Donc, au niveau des résultats envisagés, on n'a pas pu réaliser de mesures par manque de temps, donc on est allé chercher dans la littérature des hypothèses de résultats en fait. En 2004, il y a Takasakura et al. En utilisant donc un système IRM cette fois, alors que nous on utilise une échographie, a montré que l'excursion diaphragmatique, elle semble significativement plus importante en décubitus dorsal qu'en position assise chez des personnes saines. Ensuite, Young et al. En 2014, eux aussi ont réalisé des mesures sur des personnes saines en utilisant la position assise aussi à 30 degrés. Ils ont comparé leurs résultats avec l'étude de Boussuge que j'ai présentée, qui utilisait, eux, la position debout. Et Young ont montré que pour leur position assise à 30 degrés, ils admettaient des données d'excursion plus importantes que pour la position debout de Boussuge. D'où notre hypothèse de résultat. On pourrait donc envisager des données d'excursion plus faibles pour les positions érigées, comme la position debout, par rapport au décubitus dorsal. Ensuite, on a essayé de chercher dans la littérature quel point de ce protocole pourrait être mis en cause. On en a évalué trois principaux. Tout d'abord, au niveau du matériel. Donc, il faut savoir qu'on a utilisé le mode TM, donc le mode temps-mouvement, afin de réaliser nos mesures. Il faut savoir que Kellin et Gursel, en 2020, ont comparé en fait le mode B de l'échographe et le mode temps-mouvement. Et ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative donc dans les mesures obtenues si on utilisait le mode B ou le mode temps-mouvement. Donc, on aurait pu utiliser aussi le mode B dans notre étude, même si le mode temps-mouvement, le mode TM, est le plus référencé en fait dans la littérature. Ensuite, au niveau de la consommation de tabac, il n'y a pas vraiment de consensus dans la littérature autour de l'influence du tabac sur la fonction diaphragmatique. Et la seule étude qu'on a pu retrouver, c'est l'étude de Bounel en 2013, en fait, qui montre que là, cette fois-ci, pour l'épaississement diaphragmatique, il n'y avait pas de différence en fait entre un groupe de personnes fumeuses, d'anciens fumeurs ou de non-fumeurs. Ensuite, au niveau de l'activité physique, pareil, on a établi donc, dans nos critères de non-inclusion, donc l'activité physique et sportive supérieure à 4 heures hebdomadaires. Et il n'y a pas vraiment, en fait, pareil, de consensus autour des effets de cette activité physique, donc que ce soit son intensité ou sa durée, sur la fonction diaphragmatique. Donc ça, ce serait aussi quelque chose à possiblement mettre en place pour montrer ce lien éventuel. Donc au niveau des qualités et limites de l'étude, comme j'ai réalisé ce projet grâce au CHRU Nancy-Bravois, l'une des principales qualités, ça a été le soutien méthodologique, donc grâce au CHRU, d'où la précision du protocole de recherche. Les techniques de mesure sont validées et reconnues donc, dans la littérature, et la formation en échographie d'un des deux investigateurs donc, est un gage de qualité. Ensuite, certaines limites au niveau de cette étude, ça va être l'inclusion de personnes volontaires saines dans ce projet, comme surtout en raison du contexte sanitaire, il y a encore 2-3 mois, c'était assez compliqué à mettre en place. Et donc, comme j'ai défini des critères de non-inclusion un peu arbitraires, que ce soit au niveau du tabac ou de l'activité physique, même si fixer en fait ces données-là, ça va nous permettre de nous concentrer seulement donc, sur la variable en fait qu'on souhaiterait mettre en évidence. Ensuite, au niveau de l'intérêt des perspectives, tout d'abord l'intérêt de ce projet, ça va permettre aux professionnels de santé d'appréhender les effets de leur technique de kinésithérapie respiratoire sur la fonction diaphragmatique. Et une deuxième volonté, en fait, ça a été de démocratiser les possibilités offertes par cet outil, car la pratique surtout de l'échographie thoracique et ou diaphragmatique est assez cloisonnée en encore pratique hospitalière, alors que c'est un outil quand même assez efficient et efficace dans notre prise en charge, donc pour l'étendre au milieu libéral. Au niveau des perspectives, tout d'abord, l'inclusion de participants à l'étude pour permettre donc de vérifier donc, nos hypothèses de recherche, modifier le protocole de recherche, donc soit en élargissant ou en restreignant certains critères d'inclusion ou de non-inclusion. Et comme je l'ai dit, le lien entre l'activité physique donc, et cette excursion diaphragmatique n'a pas encore été mis en évidence, ou du moins via nos recherches. Et donc, ce serait une étude intéressante à mettre en place, en fait, pour permettre de voir ces modalités. Donc, je vous laisse avec les références des illustrations que j'ai utilisées. Et je termine avec une citation de Salvador Dali. La vie est aspiration, respiration et inspiration. Et je vous remercie de votre attention.